Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble comment investir dans des fermes. Et nous aurons pour cela le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Vincent Cros, cofondateur de Ferme en Vie. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux produits structurés. Comment prendre en compte les produits structurés dans sa stratégie patrimoniale et surtout quelle appétence pour ces produits structurés de la part des épargnants depuis le début de l'année. Deux questions que nous poserons donc dans la deuxième partie de Smart Patrimoine à Thaïs Castan, associé chez L&A Finance, mais aussi à Maxime Gohin, directeur associé chez Capital Management France. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatifs de Smart Patrimoine. Et nous allons aujourd'hui tenter de comprendre ensemble comment investir dans des fermes ou en tout cas dans des projets qui ont une vocation agricole. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Vincent Cros. Bonjour Vincent Cros. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes cofondateur de Ferme en Vie, que l'on peut également appeler FEV, puisque votre site c'est fev.co. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que fait FEV, sachant que vous proposez à des épargnants, à des citoyens d'investir dans des projets agricoles? Oui, tout à fait. Donc, on a créé une foncière solidaire qui a un double objectif. Faciliter le renouvellement des générations, puisque la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années, et de transition agroécologique, avec l'objectif de faciliter des installations pour renouveler ces départs à la retraite par des installations plus vertueuses pour l'environnement. Et donc la foncière achète des fermes pour ensuite les mettre à disposition de ces jeunes qui souhaitent s'installer et qui n'ont pas les capacités financières de financer ces fermes. Donc vous achetez des fermes en exploitation mais qui ne trouvent pas repreneur finalement à la fin de l'exploitation, et ensuite vous mettez en relation avec de futurs agriculteurs ou de futurs fermiers qui ont envie de se lancer dans un projet comme celui-là. Oui, tout à fait. Alors en général, quand on les achète, on a déjà trouvé, on sait quel est le fermier qui va s'installer derrière. Mais en effet, on les achète en général à des personnes qui partent à la retraite. Et donc on cherche des porteurs de projets et on essaie d'accompagner les porteurs de projets qui ont des projets plus vertueux pour l'environnement. Et donc une fois qu'on a trouvé une ferme à acheter ainsi qu'un projet qui nous semble à la fois viable d'un point de vue économique et conforme à la charte agroécologique assez ambitieuse qu'on a définie, on va organiser l'acquisition pour permettre à cette personne de s'installer. Ça veut dire qu'on peut changer totalement d'activité entre le moment où il va y avoir l'acquisition de la ferme et le moment où la nouvelle activité va démarrer en lien avec la charte agroécologique dont vous parlez? On peut changer complètement d'activité ou on peut reprendre une activité assez proche de la précédente mais en changeant peut-être un petit peu les pratiques. Donc un exemple, là par exemple on a acheté récemment une ferme dans les Landes assez grande par rapport à ce qu'on finance, qui fait 190 hectares. Et jusqu'à présent c'était une ferme qui était en grande culture, donc c'était du maïs sur 190 hectares en culture assez intensive. Et là on a un porteur de projet qui s'installe pour développer une dizaine de productions différentes, toujours en grande culture, en céréales, mais avec une grosse diversité, avec des pratiques un peu plus vertueuses qui vont permettre de stocker plus de carbone, de mieux stocker l'eau également dans le sol. Donc on est dans la continuité, mais tout en changeant quand même les pratiques de manière assez importante, ce qui permet de régénérer les sols et d'avoir un impact positif à la fois sur le carbone, la biodiversité et la gestion de l'eau. Bon, on rentrera dans un instant un peu plus dans le détail sur la façon dont vous sélectionnez peut-être les projets, mais juste avant, je propose d'inviter les épargnants quand même à comprendre où est-ce qu'ils sont dans ce système. Donc vous achetez les projets agricoles, les fermes, les terrains également, si je ne dis pas de bêtises, c'est une foncière donc vous achetez les terrains, mais vous avez besoin de fonds pour ça, et c'est là où vous faites appel aux épargnants pour vous accompagner. Exactement. Donc la foncière, elle est aujourd'hui essentiellement financée par de l'épargne citoyenne. Donc c'est des personnes qui investissent à partir de 500 €, et puis pour certains plusieurs dizaines de milliers d'euros, et qui en fait achètent des parts de la foncière et donc deviennent propriétaires d'un bout des fermes qui sont achetées par la foncière. Ils n'investissent pas dans un projet directement, ils investissent au sein de la foncière parce qu'ils font confiance à la stratégie de la foncière qui ensuite va investir elle-même dans différents projets agricoles. Exactement, c'est ça. Ils investissent dans ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir dans l'immobilier avec les SCPI, parce qu'ils investissent dans une structure qui va mutualiser ensuite des investissements dans différents projets.
Donc vous l'avez dit, c'est de 500 à plusieurs milliers d'euros. Vous avez une idée du ticket moyen aujourd'hui à partir que vous constatez sur la plateforme? Ouais, alors aujourd'hui, la foncière existe depuis juillet 2021. On a collecté quasiment 7 millions d'euros auprès d'à peu près 700 personnes. Donc on a un montant moyen d'investissement qui est de 10 000 euros. D'accord. Donc avec des assez grosses différences parce que donc les premiers c'est 500 euros et ensuite ça monte. On a notre plus gros investissement qui est de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et alors comment ça se passe pour l'épargnant? Alors effectivement, ensuite on est propriétaire de parts de foncière. Est-ce que fiscalement ça a une incidence particulière pour l'investisseur qui s'est positionné? Oui, en fait la foncière a un agrément de l'économie sociale et solidaire, D'accord. agrément ESUS, qui permet aux gens qui investissent dans la foncière de bénéficier de 25% de réduction d'impôt. Ce qui rend les choses intéressantes d'un point de vue financier, parce que c'est vrai que les deux premières raisons pour lesquelles les gens vont investir dans cette foncière, c'est de faire quelque chose d'utile et de concret d'un point de vue social et environnemental avec leur épargne, de le faire sans prendre un très grand risque parce qu'ils investissent dans un actif tangible qui est la terre agricole et qui a vu sa valeur progresser assez régulièrement dans le temps historiquement. Parce qu'on investit dans la terre, on n'investit pas dans le projet de l'agriculteur, on investit dans la terre pour le coup. Oui, on investit dans le foncier. Donc le foncier, c'est la terre et un peu des bâtiments. Mais aujourd'hui, dans la valeur de ce que détient la foncière, c'est 80% de terre et 20% de bâtiments. D'accord. Mais c'est vrai qu'on n'achète pas tout ce qui est matériel, équipement, qui eux sont financés directement par l'agriculteur. Je pose la question parce qu'effectivement, quand on voit que vous achetez donc du foncier, mais parce qu'il y a effectivement manque de repreneurs sur un projet particulier, vous allez sélectionner un futur repreneur. Si son activité ne marche pas pour une raison X ou Y, est-ce que ça a un impact sur le rendement potentiel pour l'investisseur ou il suffit de mettre quelqu'un d'autre à la place et d'espérer que ça reparte? Alors, il suffit en effet C'est peut-être pas si simple que ça. Ça. Il suffit de le remplacer théoriquement. Après, c'est vrai que c'est pas simple parce que en fait, s'installer en agriculture, c'est souvent le projet d'une vie. Donc, bien sûr, ouais. Trouver la bonne personne qui reprend l'activité d'une personne qui aurait failli, c'est pas forcément évident. Et on en trouve, justement... il y a beaucoup de candidats pour justement se positionner à la reprise de fermes que vous avez acquis. Alors, en général, justement, ce que je disais tout à l'heure, on achète les fermes quand on sait qu'on a déjà un porteur de projet qui va s'installer sur la ferme. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore eu de défaillance et donc de remplacement à faire. Mais ça arrivera. Et en effet, il y a beaucoup de gens qui cherchent à s'installer aujourd'hui. Alors, pas assez pour combler les départs à la retraite qui sont trop nombreux par rapport aux gens qui s'installent aujourd'hui. Mais justement, l'idée de cette foncière, c'est aussi d'essayer de casser un frein à l'installation parce que le financement et l'accès au foncier est un frein à l'installation pour beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est un changement de paradigme par rapport à il y a 15-20 ans. Les 2/3 des personnes qui s'installent hors cadre familial, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui vont hériter des terres de leurs parents. Ouais. Et pour ces gens-là, l'accès au financement pour financer du foncier agricole, c'est quelque chose qui est indispensable et qui est nécessaire. Et pourtant, oui, effectivement, il y a des gros besoins d'investissement. Comment est-ce que vous sélectionnez du coup les projets sur lesquels vous décidez de vous positionner? En fait, on fait une analyse à la fois sur la viabilité économique du projet, et en particulier en regardant l'expérience de la personne, en essayant de voir si son projet nous semble viable d'un point de vue économique sur le long terme. Et on vérifie qu'il est conforme à une charte agroécologique assez ambitieuse qu'on a définie. Et ensuite, la dernière vérification qu'on fait, c'est est-ce qu'on achète la ferme à un bon prix, parce que justement, dans le cas où le projet ne fonctionnerait pas bien, il faudrait qu'on puisse soit retrouver un locataire, soit vendre la ferme sans faire perdre de l'argent aux gens qui ont investi dans la foncière. Et donc c'est un peu les trois choses qu'on regarde. Et une fois que ces trois sujets sont ouverts, on peut organiser l'acquisition et on se lance sur l'acquisition. Une question plus côté investisseur ou épargnant. Alors effectivement, on a évoqué les montants. Est-ce que vous avez une idée de la durée de détention peut-être obligatoire dans un premier temps côté investisseur ou moyenne tout simplement que vous constatez vis-à-vis des investisseurs? Alors, d'un point de vue statutaire, les parts sont inaliénables pendant 3 ans. D'accord. Les gens sont tenus de rester pendant minimum 3 ans. Et après, la réduction d'impôt dont peuvent bénéficier les particuliers est liée à une détention des titres de 7 ans minimum. D'accord. Donc, c'est plutôt un investissement long terme et l'objectif, c'est plutôt de rester au moins 7 ans dans ce genre d'investissement. Donc là, la foncière ayant moins de 2 ans, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de les gens ne sont pas partis, c'est ça. Mais on sait que sur ce genre de projet,
En général, il y a la moitié des personnes qui ont investi qui vont désinvestir au bout de 7 ans D'accord. ou réinvestir dans autre chose. Et puis la moitié qui reste encore plus long terme. Est-ce qu'on investit dans ce type de projet lorsqu'on est à la recherche d'un rendement particulier? Est-ce qu'il y a un rendement proposé quand on investit dans la foncière FEV? Alors, le rendement est relativement limité parce que les locations sur de l'agricole sont à des prix un petit peu assez faibles. D'accord. Malgré tout, ce qu'on vise sur la revalorisation de la part annuelle, c'est du 2 à 3% par an en moyenne. Donc, c'est pas très élevé. Mais le rendement total doit se regarder avec la réduction d'impôt. Et quand on prend en compte la réduction d'impôt, on arrive sur des taux de rendement qui sont assez intéressants. On dépasse les 5% après imposition. Alors, vous nous avez évoqué l'agrément ESUS. Je rappelle que vous êtes également labellisé par Finansol. Tout à fait. Dernier mot sur le risque. Alors, vous l'avez rapidement évoqué. Est-ce qu'il y a des risques quand même à avoir en tête lorsqu'on est investisseur et qu'on veut investir dans FEV ou dans des fermes via une foncière? Le risque, il est 100% corrélé au marché des terres agricoles, qui historiquement est assez peu volatile et qui a progressé assez régulièrement dans le temps. Maintenant, il y a aussi un risque sur le fait, on en parlait tout à l'heure, de ne pas avoir de locataires et donc de ne pas avoir de paiement de loyer pendant un certain temps, ce qui pourrait diminuer le rendement potentiellement. Et justement, c'est là notre rôle de bien choisir les porteurs de projets qui vont s'installer et de les accompagner, ce qu'on fait également pour essayer de les aider à viabiliser leurs projets et faire en sorte que leurs projets perdurent dans le temps et ne s'arrêtent pas au bout de quelques années. Il y a un accompagnement de votre part à la suite du projet, une fois que le projet est lancé, ou peut-être d'autres structures? Alors, on demande à ce que les porteurs de projets soient accompagnés d'un point de vue technique par des structures qui ont l'habitude de faire ça et qui sont tout à fait compétentes. Et nous, on essaie de les accompagner sur des sujets un peu plus macro. On essaie de les faire réfléchir à la diversification de leur exploitation, à la transformation éventuelle de leur production pour essayer de créer plus de valeur et à des sujets comme l'agritourisme ou l'énergie, des projets d'énergie solaire sur les toitures, par exemple, ce genre de choses. Pour diversifier l'activité ou en tout cas réduire les charges liées à une exploitation agricole, j'imagine. Exactement. Ouais. Merci beaucoup Vincent Croze d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Ferme en Vie. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est l'appétence des épargnants ou des investisseurs vis-à-vis des produits structurés depuis le début de l'année. Puis nous tenterons de comprendre ensemble également comment prendre en compte les produits structurés dans sa stratégie patrimoniale. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir deux experts du sujet sur notre plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Thaïs Castan. Bonjour Thaïs Castan. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes associé chez LEA Finance. Nous avons le plaisir d'accueillir également Maxime Gohin. Bonjour Maxime Gohin. Bonjour Nicolas. Bienvenue également. Vous êtes directeur associé chez Capital Management France. Première question pour vous, Thaïs Castan. Les produits structurés, ça fait un bout de temps qu'on en parle dans cette émission. On en a beaucoup entendu parler via un certain nombre de CGP lorsque la remontée des taux obligataires a permis de proposer des produits structurés à capital garanti. On en a notamment beaucoup parlé en janvier-février. Nous sommes à présent en mai. Est-ce que vous constatez que depuis le nouveau paradigme des taux proposés par la Fed et la BCE, il y a plus de produits structurés, plus de demandes vis-à-vis des produits structurés dans votre bureau quand vous échangez avec des épargnants? Oui, alors tout à fait. Et c'est vrai que nos clients nous en parlent de plus en plus. Je dirais que chez LEA Finance, c'est un sujet d'actualité parce que l'enjeu de nos clients sont déjà la préparation de la retraite, qui est en plus un sujet d'actualité. Et puis, il y a aussi le sujet de l'inflation, de l'augmentation des prix, lié notamment à l'augmentation des taux d'intérêt. Bien sûr. Et donc, voilà, le sujet et l'enjeu pour nous, au sein du cabinet, c'est de trouver des placements qui permettent de générer une rentabilité tout en maîtrisant les risques. Et les produits structurés, aujourd'hui, y répondent bien. Alors, produits structurés en lien avec la retraite, c'est vrai que ce n'est pas un lien que j'entends souvent. Donc, ça peut aller jusque-là parce que généralement, on est sur des durées très longues quand on veut préparer sa retraite. Pour autant, les produits structurés peuvent s'inscrire dans une démarche comme celle-là? Oui, c'est une bonne remarque. Alors, nous, on propose des produits structurés au sein de véhicules d'investissement, des enveloppes qui sont notamment des assurances-vie aujourd'hui. Après, il y a d'autres enveloppes qui peuvent s'y prêter. Mais voilà, nos clients investissent au sein d'un contrat d'assurance-vie, une épargne, et on peut y loger effectivement des produits structurés.
structurés. D'accord, parmi d'autres produits, effectivement, on va chercher effectivement une poche de produits structurés. Pour diversifier et justement pour pouvoir investir son épargne sur différents véhicules. Et comme vous l'avez dit, le contexte aujourd'hui s'y prête beaucoup sur les produits structurés. Est-ce que pour autant on peut parler d'une accélération sur les 6, mettons 8 derniers mois en matière de produits structurés, de demande de produits structurés, ou c'est trop tôt pour le dire? Non, c'est totalement vrai. D'accord, oui. Totalement vrai, on le remarque. On le remarque parce que nos clients sont de plus en plus avertis aussi et informés. Et donc, voilà, ce qu'ils souhaitent, c'est comprendre dans quoi ils investissent. C'est avoir des produits qui soient plus intéressants que l'épargne court terme proposée notamment en banque, tout en maîtrisant le risque. Maxime Gohin, donc vous êtes directeur associé chez Capital Management France, dont l'une des activités est justement de concevoir des produits structurés. Est-ce que vous constatez que vous avez plus de demandes depuis quelques mois, maintenant qu'on en parle peut-être un petit peu plus, et qu'on se rend compte que ce sont des produits, parmi d'autres produits, qui peuvent permettre de placer une partie de son épargne dans le contexte actuel? C'est vrai qu'on ne va pas se plaindre. Chaque année est un peu un record. Et chaque année bat les collectes les années précédentes sur les produits structurés, donc on ne va pas se plaindre. Donc ça monte en puissance année après année finalement, ces produits. D'accord. Tout à fait, il y a de plus en plus d'appétence pour les épargnants, les conseillers en gestion de patrimoine maîtrisent de plus en plus également cette classe d'actifs. Donc on voit de plus en plus de collectes également, surtout que depuis quelques mois, on a l'essor d'une nouvelle catégorie de produits structurés qui sont à capital garanti, bien sûr, grâce aux remontées de taux. Et donc ça permet de pouvoir proposer de nouvelles solutions et d'adresser également de nouveaux types de clients, notamment les trésoreries d'entreprise. On le rappelle très rapidement, coupez-moi si je dis une bêtise, un produit structuré, c'est donc un produit qui intègre différents mécanismes, un mécanisme obligataire et des mécanismes ensuite d'options sur titre. Et avec la remontée des taux et donc les rendements proposés par les obligations notamment d'État, on peut proposer à présent du rendement avec un produit structuré et en même temps un capital garanti. C'est exactement ça. D'accord. Ouais. Un produit structuré, c'est avant tout une obligation. Et donc, plus les taux montent, moins le coût de l'obligation finalement est cher. Ça permet de pouvoir proposer des niveaux de rendement pour les investisseurs qui sont beaucoup plus attractifs et de pouvoir proposer des solutions du coup qui sont plus intéressantes. Et alors, quand on a effectivement des produits structurés à capital garanti, est-ce que ça débloque peut-être l'envie de se lancer dans les produits structurés vis-à-vis d'un certain nombre ou de conseillers en gestion de patrimoine qui vous appellent en disant là j'ai envie d'essayer, ou même d'épargnants qui disent allez, pourquoi pas dans le contexte actuel aller vers ces produits que je comprenais peut-être encore un petit peu moins il y a quelques mois? C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, ça limite du coup de fait le risque et ça donne beaucoup plus de confiance dans le placement et ça permet d'être finalement un premier pas pour aller sur cette classe d'actifs, sur des produits qui peuvent être potentiellement plus complexes ou plus risqués quand on maîtrise bien finalement les différentes caractéristiques. Et ça permet notamment d'adresser, comme je disais, les trésoreries d'entreprise qui, par définition, veulent protéger tout cet argent qui finalement a été réalisé par un chiffre d'affaires, par bien sûr. Et donc d'avoir des solutions qui permettent de protéger le capital et d'avoir un rendement dans un contexte d'inflation où finalement l'argent se détériore, se dégrade et finalement il faut pouvoir proposer du rendement à ses investisseurs. Oui, on imagine mal un directeur ou une directrice financière ou financière effectivement jouer avec la trésorerie d'entreprise. Est-ce que pour autant, depuis quelques mois, avec ces produits structurés à capital garanti, vous constatez une augmentation des volumes sur les trésoreries d'entreprise qui concernent les produits structurés? Tout à fait. Beaucoup de produits du coup capital garanti, sur une maturité plutôt courte. Vous savez qu'un investisseur qui va potentiellement préparer sa retraite va pouvoir placer son épargne à 8 ans, 10 ans, bien sûr. Alors qu'une trésorerie d'entreprise, en général, on va regarder sur du très court terme. Plus court terme. Alors, on ne va pas être sur la trésorerie véritablement liquide, on va être sur la trésorerie stable d'entreprise, sur des placements 1, 2, 3, voire 5 ans, rarement au-dessus, même si on peut également, en fonction des catégories, en fonction de l'appétence des clients. Thaïs Castan, sur ce sujet, alors d'abord produits structurés à capital garanti, est-ce que vous constatez, vous, que ça débloque peut-être l'envie chez certains épargnants d'aller tenter effectivement en se disant, tiens, effectivement, vu que mon capital est garanti, pourquoi ne pas aller sur des produits que j'ai peut-être un petit peu plus de mal à appréhender ou que je n'avais pas forcément appréhendé au premier abord? Absolument. C'est vrai que nos clients ont plutôt tendance à vouloir sécuriser leur épargne. C'est le paradoxe entre ne pas vouloir perdre de l'argent tout en générant de la rentabilité. Bien sûr, ouais. Et c'est vrai que depuis les 10 voire 15 dernières années, les fonds euros se positionnaient assez mal parce que justement les obligations rémunéraient peu. Donc on voit que la rentabilité des fonds en euros s'est tassée et pour autant ils souhaitent investir leur argent sur des fonds plutôt patrimoniaux. Donc patrimoniaux, c'est des fonds globalement qui tournent aux alentours de 5% par an Bien sûr, à peu près. Et aujourd'hui, les produits structurés y répondent. Alors c'est vrai que nous on propose
propose la catégorie des autocalls sur les produits structurés. Donc, on peut peut-être définir pour ceux qui découvrent peut-être ce que c'est qu'un autocall. Oui, en fait, c'est par remboursement anticipé. Ça veut dire que ça améliore la liquidité. Et puis, n'hésitez pas à compléter, Maxime. Ça améliore la liquidité du produit face à l'investisseur. Et donc, voilà, nous, on propose cette catégorie essentiellement de produits structurés et avec des garanties en capital, effectivement, entre 50 des protections, barrières de protection en capital de 50 à 100% en fonction du produit qui est proposé, du sous-jacent. Vous avez une idée de la proportion de produits structurés à capital garanti qui est proposée par rapport, dans une stratégie patrimoniale au sens large, par rapport à d'autres produits structurés, peut-être un peu plus risqués, ou en tout cas qui ne proposent pas le capital garanti ? Alors, de manière générale, nous, ce que nous préconisons à nos clients au sein du cabinet, c'est une diversification de leur épargne. Donc, typiquement, au sein d'un véhicule comme une assurance vie, on va avoir une quote-part dédiée donc, à des produits structurés, avec une protection en capital de 50 à 100%, mais je dirais qu'on est à peu près en fonction du profil du client, de ses attentes et de son horizon d'investissement, on peut aller entre un tiers, voire 2 tiers de capital garanti. Ça dépend réellement de l'attente du client. Au-delà donc du mécanisme de garantie du capital sur certains produits structurés, pas sur tous, précisons-le, mais là effectivement on a décidé de s'intéresser à cela. Est-ce que vous constatez, Maxime Gohain, alors effectivement, quand on est sur des produits structurés, après, on est finalement, on investit de manière indirecte quand même sur des marchés financiers avec un certain nombre de mécanismes qui permettent effectivement de valider ou non les scénarios qu'on a au départ. Est-ce que vous constatez des thématiques qui reviennent depuis quelques mois, que ce soit des secteurs d'activité, que ce soit des scénarios particuliers économiques pour cette année 2023 ? Est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent ? Alors, il y a une thématique qui a été fortement plébiscité en ce début d'année, c'est les bancaires. D'accord. Il y a eu énormément de secousses sur ce secteur d'activité en ce début d'année avec la faillite de SVB et la quasi-faillite de Crédit Suisse. D'accord. Du coup, il y a eu des points d'entrée intéressants, beaucoup de volatilité, donc des conditions beaucoup plus attractives pour monter des produits structurés. C'est vrai que les conseillers, les investisseurs qui sont les plus à même de saisir ce type d'opportunités ont foncé. Parce que quand il y a de la volatilité, ça veut dire que mécaniquement, c'est une opportunité pour investir en produits structurés, ou en tout cas, il y a des points d'entrée ? Oui, tout à fait. En fait, quand il y a de la volatilité, les composantes du produit vont être plus intéressantes en termes de pricing. D'accord. C'est la volatilité, comme les taux sont une des matières premières du produit structuré, et en fonction du produit, plus il y a de volatilité, meilleures seront les conditions. Donc, meilleur sera le coupon. Il passera par exemple de 7% à 8%. La protection pourrait être également potentiellement plus importante. Donc, vous savez que ces périodes sont également pour nous des périodes d'opportunité. Voilà, quand il y a de la volatilité, quand il y a des points d'entrée intéressants, c'est vrai que c'est là où potentiellement il faut y aller. Même si sur les produits structurés, on a de la chance. En fait, tous les points d'entrée sont intéressants. Et en fait, ce qui va compter, c'est quels produits structurés on met en face d'un contexte de marché et d'un scénario. C'est avec des niveaux qui sont actuellement, on va dire, plutôt élevés. Le CAC 40 a dépassé ses sommets. Est-ce qu'il faut aller plutôt sur des produits qui vont continuer à jouer la hausse, ou est-ce qu'on ne peut pas plutôt travailler sur des produits qui permettent également d'anticiper une baisse éventuelle du marché ? Justement, quand on a un CAC 40 effectivement, qui dépasse ses sommets, il l'a fait plusieurs fois effectivement sur les dernières semaines. Est-ce que justement on peut entendre cette idée que c'est trop haut pour se positionner sur les marchés financiers et c'est trop haut pour se positionner en produits structurés sur les marchés financiers ? Difficile de dire si c'est trop, je pense qu'on n'a pas de boule de cristal. Bien sûr. On espère tous que les marchés vont continuer à monter. Mais qu'est-ce qui se passe si finalement ça baisse ? Si on a une période de secousse avec les tensions qu'on a actuellement, les craintes d'inflation, de récession, les entreprises qui sont prises à la gorge entre les taux d'intérêt qui augmentent et les coûts qui augmentent également pour elles de matières premières, d'électricité, avec cette inflation galopante, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là ? Est-ce qu'on laisse l'épargne des clients sur des comptes courants ou sur des livrets qui ne rapportent rien, ou est-ce qu'on les accompagne pour leur proposer des solutions qui leur permettent d'avoir du rendement dans ce contexte et de ne pas avoir leur épargne qui se détériore ? On est capable avec les produits structurés justement de répondre à cette problématique en proposant déjà des produits, comme on le disait, à capital garanti ou avec de fortes protections. D'accord. Là, on se prémunit contre un certain niveau de baisse. Et le second point, c'est qu'on peut en plus délivrer du rendement à l'investisseur en fonction d'un certain niveau de baisse du sous-jacent.
Par exemple, on pourrait très bien monter un produit sur l'action totale qui permet de délivrer un coupon de 7-8% par exemple jusqu'à 20 ou 30% de baisse de l'action totale. Ça, c'est des choses qu'on est capable de faire sur les produits structurés. D'accord, effectivement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, pour ceux qui découvriraient les produits structurés, c'est que ça n'est pas une montée linéaire. On ne va pas forcément attendre une montée linéaire du sous-jacent. Finalement, en fait, on va jouer sur la volatilité de ce sous-jacent, quel que soit le niveau d'entrée. C'est un peu ça. On peut avoir différents mécanismes qui permettent d'optimiser le couple rendement-risque pour le client. Comme le disait Thaïs, sur les produits autocall, en fait, on va se donner rendez-vous, par exemple, tous les ans. On va regarder l'évolution de l'action, par exemple, donc Total, ou par exemple de l'indice CAC 40. S'il a progressé, s'il est stable ou positif, on va donner un coupon qui va être multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le départ. Bien sûr. Donc, si on a eu une année négative, mais que finalement, au bout de 2 ans, on repasse positif, on n'a pas besoin forcément que le marché fasse plus 10 ou plus 20. Il suffit simplement que ça soit juste au niveau de référence ou au-dessus. Et on pourra délivrer, par exemple, 2 coupons de 10 ou 2 coupons de 8 en fonction du produit. On pourra également proposer des produits qui permettent de détacher des coupons, donc de distribuer du revenu jusqu'à un certain niveau de baisse. Et ça, c'est des solutions qui sont particulièrement adaptées si on a des anticipations baissières sur les marchés. Thaïs Castan, oui. Oui, c'est vrai que je souhaitais rebondir par rapport à ce que vous disiez. Il y a un vieil adage sur les marchés qui dit qu'il est toujours trop tard pour investir. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que j'aurais dû investir avant, maintenant, demain? En fait, l'idée, c'est de faire quelque chose et de faire quelque chose aujourd'hui. Après, lorsque les marchés sont plutôt... où la lecture des marchés est plutôt compliquée, et c'est vrai que c'est un peu le contexte depuis les 12 derniers mois, c'est de se positionner sur le long terme et sur des valeurs refuges. Alors voilà, c'est plutôt de se dire, je vais investir sur, alors voilà, il y a de l'immobilier, il y a les produits financiers via de l'assurance vie, via du PER, enfin tous ces produits qui permettent d'investir sur le long terme, et c'est ainsi en fait que ça nous permet d'investir tout en générant de la rentabilité, parce que sur le long terme, les marchés sont globalement haussiers, donc on a tout à gagner. Thaïs Castan, quand on parle de produits structurés, on est dans une stratégie patrimoniale globale. On est quoi sur une poche risquée quand même pour l'investisseur qui prend cette décision? Alors tout dépend du produit structuré. D'accord, ouais. Parce qu'on parlait de produits structurés en capital garanti, on parlait de barrières de protection en capital, donc c'est vrai que peut-être que pour les auditeurs c'est pas forcément simple bien sûr, la distinction, ouais. Mais en tout cas voilà, sur un produit structuré en garantie en capital, on l'assimilerait plus ou moins à un fonds très sécurisé, voire en remplacement d'un fonds en euros éventuellement. Donc voilà, ça fait partie vraiment de la poche sécurisée de l'allocation. En revanche, sur les produits structurés un peu plus dynamiques, avec une barrière de protection entre 50, 60, 70%. Là, il s'agirait de l'allocation équilibrée de l'épargnant, et donc ça ferait partie des placements financiers à proprement parler. Donc ce sera jamais 100% de la poche d'investissement, parce que de manière générale, on préfère diversifier les typologies d'actifs. Si je comprends bien, et on finira avec vous, Maxime Gouin, quand on parle de produits structurés, derrière ce terme générique, on peut trouver plusieurs stratégies différentes en fonction de son aversion au risque ou de ses scénarios de marché. Ça, on peut avoir autant de produits structurés que de clients, que d'investisseurs. Il y a des millions de possibilités. On peut avoir des produits structurés qui sont SRI 1, donc le plus bas niveau en termes de risque, comme des produits qui sont plus alternatifs à type action, c'est-à-dire avec des niveaux potentiellement très bas de protection et voire même des effets de levier. Donc on va vraiment pouvoir concevoir des produits donc sur mesure en fonction du profil de risque de l'investisseur. Donc c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas forcément ce type de produit peuvent dire parfois c'est trop risqué ou je ne comprends pas, mais en fait on va pouvoir vraiment concevoir un produit qui peut être soit très protecteur dans le cas d'un investisseur qui souhaite dans un premier temps et surtout protéger son capital, comme on peut faire des produits qui permettent de booster la performance d'un investisseur qui serait plutôt haussier sur une action, sur un indice, sur une thématique. On peut vraiment faire les deux, et on peut faire des produits qui peuvent être très simples comme des produits qui sont beaucoup plus complexes en apportant beaucoup plus de mécanismes. Là, vraiment, on laisse le choix à nos partenaires et à nos clients de déterminer leur stratégie. Et on est là pour les accompagner. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup, Maxime Gouin, de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci également Thaïs Castan d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite sur Bismart.